Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 17 au 25 septembre 2015 avec la déposition du deuxième témoin cité par le bureau du procureur. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Le témoin à charge numéro 901 a effectué sa déposition avec des mesures de protection, la distorsion de son image et l'altération de sa voix, et essentiellement lors de séances à huis clos, fermées au public. La Chambre a donné au témoin les assurances que les éléments de son témoignage qui pourraient l'incriminer resteraient confidentiels et ne seraient pas utilisés contre lui. Maître Olivier Baougne, le conseiller juridique désigné pour ce témoin, était présent dans la salle d'audience. Lors d'audience publique, le témoin 901 a été entendu à propos de la structure de l'UPC-FPLC, l'Union des patriotes congolais, les Forces patriotiques pour la libération du Congo. Il a affirmé que lors de la formation de l'UPC-FPLC, l'état-major général était dirigé par le président Thomas Lubanga, le ministre de la Défense, chef Kawa, et le chef de l'état-major général, Floribert Kisambo. Bosco Ntaganda était le chef adjoint de l'état-major général. Le territoire contrôlé par les forces de l'UPC-FPLC était divisé en 3 secteurs. Le secteur nord-est, placé sous l'autorité du commandant Jérôme, le secteur sud-est, dirigé par le commandant Salongo, et le secteur sud, contrôlé par le commandant Chaligonza. D'après le témoin, les troupes communiquaient entre elles au moyen de radios de marque Motorola, de radiotéléphones et de Turaya, c'est-à-dire de téléphones satellites. Nicole Sanson, premier substitut du procureur, a ensuite interrogé le témoin à propos des indicatifs d'appel des différents commandants. Le témoin a affirmé, entre autres choses, que celui de Bosco Ntaganda était Tango Romeo. Madame Sanson a ensuite fait écouter une série d'extraits d'enregistrements audio que le témoin a pu identifier comme étant des communications entre les commandants. Sir, what did you hear during that? Monsieur le témoin, qu'avez-vous entendu dans cet extrait sonore? Au début, j'ai entendu des crépitements de balles et Sierra Delta demande à Chumakumai que vous aurez des difficultés. Déployez, soyez en single file. L'ennemi est en fuite. Par la suite, j'ai entendu encore des bruits de balles et des intonations d'obus. Mr. President. Monsieur le Président, la traduction de cette piste sonore se trouve à DRCOTP 0204 0056. Plus tard, au cours de l'interrogatoire de Madame Sanson, le témoin 901 a indiqué que les nouvelles recrues recevaient une formation et des armes au camp d'entraînement de Mandro et que les décisions concernant les attaques étaient prises par le chef de l'état-major général, Floribert Kisambo, et le chef adjoint de l'état-major général, Bosco Ntaganda. Do you know who decided? Est-ce que vous savez qui décidait de qui participait aux opérations et où? Opération, il y a soldats FPLC. Quand les éléments du FPLC se sont engagés sur le front, la décision a été prise par les chefs d'état-major général. À ma connaissance, il n'y avait personne qui pouvait engager les troupes et les envoyer au front, sauf les supérieurs hiérarchiques. So to be clear, when you say that... Pour être sûr d'avoir bien compris, lorsque vous dites que les décisions étaient prises par le chef d'état-major, à qui faites-vous référence? Docteur Mouba Commanda. Parmi les commandants qui étaient chargés des unités, je parle de la période après le départ de l'Opondo. Il n'y avait personne entre ces commandants qui pouvait prendre l'initiative d'engager les troupes au front,
sans l'autorisation du chef d'état-major et de son adjoint, le chef d'état-major chargé de l'opération. And just to be clear, Et pour être encore plus précis, qui était le chef d'état-major et le chef d'état-major adjoint chargé des opérations? Quels étaient leurs noms? Afande Kisembo, C'était Afande Kisembo et Afande Bosco. Lors du contre-interrogatoire mené par le conseil principal de Bosco Ntaganda, maître Stéphane Bourgon, le témoin a continué à parler de la structure des FPLC, des différences entre les diverses unités militaires et de la chaîne de commandement. Interrogé sur l'origine du conflit entre les Lendu et les Emma, le témoin 901 a dit que des attaques et des contre-attaques avaient eu lieu contre des civils et que les deux camps avançaient des motifs justifiant ces agressions. village ya Mkegere alikuwa Le Lendu qui attaquait un Guéguéré se donnait ses propres raisons. De même, un Guéguéré qui attaquait un Mulendu se donnait ses propres raisons. C'est ainsi que le conflit s'est aggravé jusqu'à atteindre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Lors d'une autre brève audience publique, le témoin a déclaré qu'il y avait été décidé lors d'une négociation qu'après le conflit et le désarmement de l'armée de Lopondon et de Lubanga, la ville de Bunia serait divisée en deux parties et que chaque groupe devrait rester dans la sienne. Il a également dit que les civils qui appartenaient à l'un ou à l'autre des groupes ethniques s'étaient déplacés en fonction des frontières ethniques négociées dans cet accord. Les civils pouvaient se rendre uniquement là où les forces leur étaient favorables, a ajouté le témoin. Le témoin 901 a affirmé que Bosco Ntaganda s'était rendu au camp d'entraînement de Mandro, où il était chargé d'entraîner les recrues en vue de leur intégration au sein des FPLC. Il a confirmé que c'est au cours de cette même période, lorsque Bunia a été divisé en deux, que le camp d'entraînement de Mandro a été attaqué par les forces de Lopondon et que les recrues ont été déplacées vers un autre lieu, mais il a dit ne pas savoir si le camp avait été complètement détruit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vous suggère que vous êtes au courant d'une action prise par Afande Bosco Ntaganda qui est très connue au sein des FPLC. Cela s'est produit au cours d'une opération menée par le FPLC à Komanda, au cours de laquelle Afande Bosco Ntaganda, ayant été informé que des membres du FPLC avaient pillé, a ordonné que ces biens soient amassés et brûlés devant les autres membres du FPLC et que les membres du FPLC responsables de ces pillages soient fouettés en public en guise de punition officielle approuvée par Kisembo. Vous avez connaissance de cet événement? ilipitika kawapi? Là, c'est passé où? Lors d'une opération vers Komanda. Kwenye balikongolesha ile bitu na kuichoma. Où est-ce qu'on avait amassé ces biens et les brûlés? C'est ces lieux-là que je voulais savoir. Je ne peux être plus précis pour l'instant. Je vous demande si vous savez l'événement lui-même et des mesures prises par Afande Bosco Ntaganda lorsqu'il a su que des soldats avaient commis des actes de pillage. Hizi sijui kwenye ilipitikaka, so Comme je ne sais pas où est-ce que cela a eu lieu, je ne m'en souviens pas. Si cela a eu lieu, je ne sais pas. Si vous m'aurez indiqué le lieu, peut-être cela rafraîchirait ma mémoire. Je vous suggère, Monsieur le témoin, que cela a eu lieu précisément à Komanda. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? komanda sikufikaka ile wakati, so Je ne suis pas arrivé à Komanda à l'époque. C'est un peu éloigné de Bunia, à peu près 75 km de Bunia. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui s'est fait là-bas, je n'étais pas en position de les connaître. Le procès se poursuit avec le témoignage du témoin expert Roberto Garretón, cité par le bureau du procureur. Monsieur Garretón, avocat chilien, a été nommé par la Commission des droits de l'homme comme rapporteur pour le Zaïre en 1994.
En 2001, il a été nommé par le Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, Mary Robinson, comme son représentant en Amérique latine. Il a été brièvement interrogé par Julieta Solano pour le bureau du procureur et par Luc Boutin pour la défense de M. Bosco Ntaganda à propos de son témoignage dans le procès de Thomas Lubanga Dilo devant la CPI. Les transcripts de son témoignage et son rapport écrit ont été admis comme éléments de preuve. Le procès reprendra le 19 octobre avec le début du témoignage du prochain témoin de l'accusation.